Bonsoir à tous et à toutes. Donc c'est la première fois que l'on vient dans les studios de Boursorama pour présenter les Palmes d'Or des jeunes actionnaires et c'est la 5e édition. La première édition c'était donc en 2016 et on avait un invité de marque, c'était Emmanuel Macron, il était ministre de l'économie à cette époque. Ensuite, on a eu Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer et tout ça. Mais là, cette année, on a Benoît Grisoni et Camille Leca aussi. Et là, on est ravis de les accueillir. Et on vous remercie, Benoît, pour votre accueil avec Boursorama et Camille Leca d'Euronext qui soutient ces Palmes d'Or des jeunes actionnaires EDEC F2IC depuis la première édition. Donc, avec l'EDEC, on a voulu créer ces Palmes d'Or pour initier et solliciter aussi les jeunes à vouloir investir leur épargne dans les entreprises françaises. Voilà, ça c'est la mission pédagogique de la fédération, c'est toujours de vouloir faire en sorte que nos concitoyens puissent, une partie de leur épargne, être consacrée au financement des entreprises, qu'elles soient cotées, non cotées, que ce soit à travers des produits intermédiaires ou en gestion directe. Et donc, cette année, on voulait faire ça au mois de juin, mais la pandémie ne nous a pas permis de le faire. On est ravis d'être accueillis là au mois de décembre. Donc, on voulait aussi remercier quand même les étudiants qui ont participé à ce palmarès, parce que c'est eux qui ont travaillé. Moi, je n'ai strictement rien fait, je ne travaille que maintenant. Voilà, j'ai une demi-heure de travail sur ce sujet. C'est eux qui ont travaillé. Ils ont travaillé 2 fois plus, parce qu'ils avaient fait un premier palmarès. Mais bon, avec la pandémie, les choses ont un peu évolué, donc ils ont été obligés de recommencer pour nous présenter le palmarès que nous allons vous dévoiler ce soir. Donc, je voulais particulièrement remercier Céline Tocco, Capucine Viard, Omar Zlaki, Victor Sénéchaud et Paul Ribera qui, eux, au sein de l'EDEC, ont véritablement travaillé. Voilà. Et donc, maintenant, je vais laisser la parole à Camille qui va nous expliquer pourquoi on a plein de nouveaux actionnaires. Tout à fait. Bonsoir, merci Charles-Henri. Je suis ravie d'être présente cette année encore pour cette nouvelle édition des palmarès des jeunes actionnaires. Voilà, les actionnaires individuels jouent un rôle de plus en plus important pour Euronext. On constate depuis un peu plus de 12 mois, après l'introduction en bourse de la FDJ, un réel regain d'intérêt de cette typologie d'investisseurs pour les sociétés cotées à Paris. Et c'est une tendance qui s'est accélérée de façon assez remarquable pendant cette presque année de crise déjà que nous avons connue. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, généralement, les volumes des investisseurs particuliers représentent 2% des volumes totaux échangés sur les marchés d'Euronext. En 2020, c'est près de 7%. Ah oui, quand même. C'est pas mal. Ah oui, c'est une forte progression. Là, on est surtout 93%. et non, mais alors que les volumes ont énormément augmenté. Donc, en moyenne, on considère qu'on est tourné autour de 200 millions d'euros par jour échangés sur la place de Paris par des actionnaires retail. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 600 millions. Donc c'est x3, c'est significatif et c'est une excellente nouvelle pour la place de Paris, pour les sociétés cotées et pour les investisseurs, parce que les performances sont plutôt remarquables. Ce qu'on observe, c'est que ces actionnaires sont souvent plus jeunes, extrêmement bien informés, très bien connectés, avec une forte appétence pour les valeurs moyennes. À peu près 40% de ces volumes sont dirigés vers des PME ETI cotées en bourse. Là aussi, c'est assez notable et assez structurel. Et ça ne se passe pas seulement au moment où les sociétés sont cotées depuis quelques années, mais aussi de façon très forte au moment de l'introduction en bourse. On ignore souvent que les particuliers représentent près de 25% des fonds levés au moment de l'IPO de valeurs moyennes. Là aussi, c'est énorme. Et si je regarde... Ça, c'est une tendance de fond. C'est une tendance de fond, mais si je regarde les IPO de ces 3 derniers mois, Alchimie, Ecomiam ou Winfarm, elles ont représenté des montants colossaux. Si je regarde Winfarm, sur 18 millions, il y a eu quasiment 10 millions demandés par le retail uniquement. Donc, tout n'a pas été alloué, mais on voit bien que le retail est un game changer et on espère que ça va rester comme ça. Et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite s'associer à ces palmes d'or, parce qu'il nous semble essentiel de valoriser le travail qui est fait par les sociétés cotées pour communiquer auprès de cette cible d'investisseurs qui devrait normalement, si tout va bien, continuer à se développer dans les années à venir. Très bien, merci Camille.
Donc justement, on va continuer avec Benoît sur ces jeunes actionnaires. Comment vous les voyez-vous au sein de Boursorama? Est-ce que vous avez vu une certaine appétence quand même pour le PEA jeune initié par la fédération dans la loi Pacte? C'est un long combat que nous avons mené depuis 2016. J'ai cru comprendre que vous en aviez ouvert 3,5% sur nouveaux comptes. C'est ça le chiffre qu'on a? Un peu plus même? Ouais, donc d'abord, merci Charles-Henri, et vraiment on est très heureux d'accueillir les Palmes d'Or des jeunes actionnaires, parce que Boursorama est en fait à la conjonction, je pense, de 3 éléments importants. D'abord, on a toujours aimé la bourse, par construction, on s'appelle Boursorama, et on a le premier portail économique et financier en France avec une audience incroyable qui a explosé cette année dans la suite de ce que disait Camille. Donc on a à peu près 51 millions de visites par mois aujourd'hui sur le site Boursorama. On est aussi une banque en ligne, on recrute à peu près pas loin de 600 000 clients cette année. Plus de la moitié ont moins de 30 ans, donc on aime les jeunes. On aime la bourse, on aime les jeunes. Voilà. Et il se trouve qu'on est aussi le premier courtier en ligne. Je suis chez nous aussi. Voilà, très bien, mais très bien. Il faut que tout le monde soit ici. De toute façon, c'est très bien, c'est un très bon choix. Et on aime aussi la bourse par l'action, et on est aussi premier courtier en ligne. Et pour peut-être donner 2-3 chiffres aussi, cette année, nous, on va avoir à peu près 3 fois plus d'ordres de bourse que l'année dernière. C'est à peu près les mêmes proportions. Hein, 3 donc, fois plus. On a 4 fois plus d'ouverture de comptes titres. On va faire 150 000 comptes titres cette année en ouverture de nouveaux comptes. Et tu as raison, on fait à l'intérieur de ces 150 000 à peu près, ça doit être environ 5 000 PEA jeunes. Donc c'est un début. C'est vrai que ce n'est pas encore extrêmement connu. C'est un produit qui vient d'arriver. Donc je pense qu'il est au début de sa vie. Et mais vous êtes les seuls à un peu le promouvoir. C'est vrai que sur la place de Paris, il y a peu de distributeurs, d'établissements bancaires qui promeuvent le PEA jeune. Moi, de mon expérience, il y a une banque qui s'appelle le CIC qui le met en avant, mais il y a Boursorama, surtout Boursorama, qui le met en avant. Oui, on a envie, nous, on pense que de toute façon, il faut absolument que les jeunes comprennent, et ça c'est important, que finalement pour leur épargne demain, il va falloir en effet, de toute façon, dans leur intérêt à eux, sur le long terme, être prêt à prendre un peu de risques, et ça va aller dans l'économie, et quelque part c'est un cercle vertueux, à la fois pour eux et aussi pour l'ensemble de l'économie. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin de nos jeunes aussi dans les entreprises, et ça va être des périodes un peu compliquées dans les années qui viennent. Donc finalement, un alignement d'intérêts entre les deux horizons a vraiment du sens. Dans un monde où il n'y a plus de produits sans risque qui soient crédibles, c'est évidemment une tendance de fond. Et nous, on la constate, on le voit vraiment, je vous dis, les volumes, c'est 4 fois plus, 3 fois plus, donc c'est vraiment de manière extrêmement significative. On le retrouve aussi dans l'assurance vie. Et si on regarde le profil des personnes et des clients qui ont ouvert ces comptes titres, plus de 40% des comptes titres ont été ouverts par des moins de 30 ans. Donc c'est quand même très intéressant parce qu'on voit qu'en effet, ce n'est pas du tout le profil qu'on a tendance à toujours un peu cataloguer. Alors l'épargnant boursier, c'est forcément quelqu'un d'un peu plus âgé qui a déjà un patrimoine important, etc. C'est plus vrai. Et c'est très intéressant parce que ça montre bien que la bourse et le fait d'aller donner finalement son épargne, même petit, avec des plus petits montants, mais dans l'économie réelle, est en train de se produire. Et donc ça, je pense que c'est dans la suite de la loi Pacte, c'est la suite de tout ce qui a été fait aussi fiscalement. C'est encore une fois les taux bas qui font que de toute façon, c'est par absence de combattants aussi. Et voilà, et donc on est à la conjonction de tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un ou l'autre, que en fait, aussi en termes d'investissement, est-ce qu'ils sont plus réfléchis et je prends l'exemple de ce qui s'est passé en 99-2000. Bon, Camille, vous étiez un peu jeune à l'époque. Mais moi, je me rappelle. Nous, on s'en rappelle. Merci, ça va. Nous, on s'en rappelle où, pendant cette bulle interne, au départ, c'était l'explosion d'Internet, ce genre de choses, et puis c'est devenu une bulle. Tout le monde investissait n'importe où, n'importe comment. Est-ce que là, on a le sentiment que c'est un peu plus réfléchi ou pas? Ou est-ce que l'exemple d'Airbnb fait exploser les choses? Bon, il y a toujours des phénomènes de bulles sectorielles ou de micro-bulles. Non, nous, ce qu'on voit, il y a quelques années, on a eu beaucoup de présence du retail sur le segment des biotech, alors que c'est un secteur qui n'est pas forcément facile à comprendre. Alors, il y a un affect qui peut être développé parce qu'on a une tante, un grand-père qui a cette maladie-là et du coup, finalement, on finance l'espoir. Aujourd'hui, on voit que les investisseurs vont plutôt vers des business qui comprennent. Donc ça va plutôt dans le sens d'un investisseur particulier plus éduqué. Donc on voit bien que les business sur lesquels on a des fondamentaux qui sont facilement lisibles attirent beaucoup de particuliers. Donc, moi je trouve que, moi ce qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt, un appétit aussi pour les contenus. Donc ça c'est rassurant aussi parce que tu sais que évidemment Boursorama c'est un site encore une fois avec du contenu pédagogique, des outils de simulation, des outils de compréhension aussi des produits financiers et c'est beaucoup plus consommé encore une fois qu'avant.
La deuxième chose, c'est qu'on voit que les ordres, encore une fois, sont raisonnables par rapport à la période que tu citais où finalement c'était un peu l'Eldorado. On mettait des sommes. Voilà, c'était un peu le côté casino. Moi, je trouve que. Alors après, c'est une vision un peu macro, mais globalement, je pense que les gens, ils vont vraiment de manière progressive, ce qui est plutôt positif, avec une vraie diversification, un vrai intérêt aussi pour les IPO et les introductions, parce que c'est des nouvelles histoires. Alors, tu cites Airbnb, qui est évidemment pas un sujet français, malheureusement, mais on a aussi des beaux dossiers en France qui sont intéressants. Et ça, je pense qu'il y a un intérêt, en effet, d'alignement par rapport à la compréhension des business models. C'est-à-dire, très concrètement, je suis consommateur, par exemple, ou je m'intéresse à un sujet. Finalement, c'est un super moyen aussi même intellectuellement, je veux dire, c'est pas que un aspect financier. Je m'intéresse à un sujet, j'ai envie d'y contribuer d'une manière ou d'une autre, où je me dis, tiens, ça c'est un pari qui me semble être le bon vu le patron, qui me paraît clair quand il parle ou la patronne, et ben en fait, hop, je me mets à investir. Et entre ça et mettre son argent dans un livret A ou un livret à 5 BP brut, 5 points de base, à un moment donné, c'est sûr qu'on a un intérêt qui commence à vraiment converger. Bien. En tous les cas, je vous remercie parce que là, bravo, on va commencer à... Bravo au jury, c'est très beau jury. Bravo. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer la parole à Daniel Aguet qui est en duplex avec nous puisqu'il est à Nice, parce que c'est le professeur d'économie de ces jeunes étudiants et qui étudie à l'EDEC à Nice. Et je donc cède la parole à Daniel Aguet pour qu'il nous explique la méthode de ces palmes d'or. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci Charles-Henri. Et puis, merci à nos partenaires, à savoir Euronext et Boursorama, de nous accueillir dans des circonstances toujours un peu compliquées. Comme tu l'as dit, ça a été une année un peu difficile pour nos étudiants et je souhaitais vraiment les saluer et les féliciter parce que ça a été une année extrêmement compliquée pour toutes les raisons qu'on connaît. Et avoir réussi à monter et organiser ces palmes au mois de décembre a été un challenge extrêmement difficile qu'ils ont réussi parfaitement à mener à bien. Alors, la méthodologie de ces palmes, en fait, ce sont les palmes des jeunes actionnaires. C'est-à-dire qu'on va parler d'actionnaires et jeunes. Alors, l'actionnaire, à la base, qu'est-ce qu'il va rechercher ? Il va quand même rechercher un investissement qui soit suffisamment rentable, que ce soit en termes de plus-value ou en termes de dividendes, et qui soit aussi le moins risqué possible. C'est le fameux arbitrage rentabilité-risque que tout le monde connaît. Le deuxième élément, c'est que si c'est un jeune actionnaire, on va supposer qu'il peut s'intéresser aussi à des éléments, d'une part la lisibilité, par exemple, la qualité de la communication de l'entreprise vis-à-vis de ses actionnaires, puisqu'un jeune actionnaire n'a pas obligatoirement le même niveau de culture financière, d'éducation financière qu'on peut trouver chez des investisseurs un peu plus âgés. Et donc, c'est ces deux éléments qu'on va étudier dans la méthodologie qui permet ensuite de délivrer les palmes. C'est-à-dire qu'en fait, notre population de départ, ce sont les 40 entreprises qui sont cotées sur l'indice Euronext du CAC 40, et ce sont les 20 entreprises qui sont sur un autre marché qu'on retrouve aussi chez Euronext, qui est le Next 20. Donc, on a une population de départ de 60 titres. Ces 60 titres sont d'abord soumis à une première phase, on va dire qualificative, qui est sur des critères alors totalement quantitatifs, tels que ceux que j'ai cités, la rentabilité, le dividende, le risque, et qui permettent en gros de sélectionner les titres qui ont le meilleur rapport rentabilité-risque. Donc, on travaille un certain nombre de critères. On les travaille sur plusieurs périodes pour éviter les différents biais conjoncturels. Et ça nous permet, dans un premier temps, de sélectionner une douzaine d'entreprises qui vont ensuite passer devant un jury alors qui, lui, va s'atteler beaucoup plus à des critères de type qualitatif et qui vont regarder les initiatives pédagogiques des entreprises vis-à-vis des actionnaires, qui vont regarder la lisibilité, la facilité de compréhension de l'information transmise aux actionnaires, des newsletters, des clubs d'information, des différents éléments pédagogiques qui peuvent accompagner la communication auprès des actionnaires. Et puis évidemment, toutes les notions éthiques qu'on sait être particulièrement importantes pour cette génération. Et puis une fois qu'on a étudié, le jury a étudié tous ces différents éléments, on arrive à la distribution des 5 palmes qui vont être mis par nos étudiants et que je souhaite encore féliciter parce que je considère qu'ils ont vraiment fait un excellent boulot et de manière assez rapide
tout en étant en même temps en stage. Donc les choses sont pas toujours évidentes ont pas toujours été évidentes pour eux. Et juste pour terminer, comme tu l'as dit, c'est vrai que la finance et l'EDEC, c'est un rapport assez étroit depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Et on est très content d'avoir participé, de continuer à participer, F2IC, à cette initiative, et on souhaite qu'elle se maintienne encore très longtemps. Maintenant, place au jury et place aux palmes. Merci. Merci beaucoup, Daniel, et c'était tout à fait très clair. Et cette méthode a été éprouvée depuis 5 ans, et ça, c'était. Et alors, merci. Donc là, maintenant, nous allons passer au palmarès, et j'accueille donc Omar, qui a participé au jury. Et là-dessus, je vais vous laisser présenter la palme de la performance. Hein. Effectivement. Donc déjà, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Je souhaite remercier également Boursorama qui nous a accueillis chaleureusement, ainsi que les partenaires Euronext et également la Fédération des actionnaires. Donc la palme de la performance. Qu'est-ce que c'est ? La palme de la performance. Donc si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, l'actionnaire individuel, lui, qu'il soit jeune ou plus âgé, est bien évidemment sensible au rendement et à la rentabilité historique des titres qu'il détient ou souhaite acquérir. Par conséquent, durant cette analyse, nous avons étudié la performance de l'action dénommée afin de les départager sur des critères de rendement, tout d'abord, et de risque. Le lauréat présentera donc un ratio de Sharpe qui sera le plus élevé sur une échelle temporelle de 10, 5 et 1 an. Alors, vous parlez du ratio de Sharpe. Je ne suis pas sûr que l'ensemble des téléspectateurs, en tous les cas des internautes qui nous suivent, connaissent ce ratio. En 2 mots, vous pouvez expliquer ou c'est trop complexe ? Non. Alors, en un mot, le ratio de Sharpe, c'est un ratio qui va de 0 théoriquement à 2. Plus il s'approche de 1, plus on va dire que l'action suit le cours du marché. Plus elle est supérieure à 1, plus elle évolue en corrélation plutôt positive avec le marché. Et plus elle est si elle est inférieure à 1, cela veut dire que l'action ne suit pas du tout le marché. D'accord. Très bien. Et donc, qui est lauréat cette année sur cette palme d'or de la performance ? Les nominés donc, de cette année pour la palme de la performance sont Dassault Systèmes, Pernod Ricard et L'Oréal. Et le vainqueur est ? Le vainqueur est, L'Oréal. je vais vous laisser découvrir, L'Oréal. Merci. Donc, on accueille Christian Munich, qui est responsable actionnaire de L'Oréal. Installez-vous là, Christian, pour... Merci beaucoup. Je remets votre prix. Merci beaucoup. Votre palme d'or. Et donc, j'ai vu quand même qu'en 2020, vous avez fait quoi ? Plus 14%? Oui, c'est ça. Enfin, c'était plus 16 il y a 2-3 jours, je crois. Oui, mais moi, j'ai regardé ça ce matin. C'est ça. Tout à fait. Donc, c'est une vraie performance sur un marché compliqué. Voilà. Écoutez, je crois que ça montre la résilience de notre groupe. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier. Nous sommes touchés et flattés pour deux raisons principales. Tout d'abord, la performance sur 10 ans. Ça, c'est extrêmement important pour nous. On a une stratégie à long terme, donc ça récompense cette stratégie à long terme. Et puis, on est aussi extrêmement flattés, et merci beaucoup, d'être récompensés par des étudiants. Les étudiants et les jeunes, on essaye de leur parler, de leur communiquer. Ce n'est pas toujours les mêmes codes. Donc j'imagine que notre communication vous a touché. Donc ça, c'est un bon point. Et puis ça a été abordé tout à l'heure. Pour nous, on se sent aussi une responsabilité vis-à-vis de vous pour un peu vous transmettre que investir en bourse, c'est pas du casino. On investit dans l'économie réelle. On investit, quand on investit dans les groupes comme le nôtre ou comme ceux qui ont gagné, on investit dans l'industrie, dans le commerce, dans la recherche. Et donc, c'est très important, c'est l'économie réelle. Donc, merci encore pour ce prix. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, après la palme de la performance, nous sommes à la palme de la pédagogie. Effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que la pédagogie ? Alors ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur à la Fédération. C'est justement
d'initier le plus grand nombre à la pédagogie et à l'investissement en action. Et donc, comment avez-vous déterminé cette palme, Omar ? Effectivement, Charles-Henri, comme vous l'avez bien dit, les jeunes actionnaires sont effectivement très sensibles à la pédagogie. Donc au-delà de la performance quantitative, là on est sur la performance qualitative. Il s'agit ici de récompenser la société ayant fait le plus d'efforts d'information envers son actionnariat. La palme de la pédagogie distingue la société ayant réussi à entretenir une sorte de dialogue de proximité avec ses actionnaires individuels. Un dialogue à la fois compréhensible et allant au-delà des indicatifs purement financiers. Webcast, lettres aux investisseurs, ligne directe, nombreux sont les outils mis à disposition des actionnaires et qui permettent justement d'entretenir ce dialogue. C'est dans ce sens que cette palme vient récompenser cette proximité, mais aussi cette pédagogie. Les nominés pour cette palme sont Capgemini, Pernod Ricard, très prisé par les étudiants, ainsi que Safran. Oui, c'était une période où malheureusement vous étiez confiné, vous ne pouviez pas trop profiter des produits de Pernod Ricard ensemble. Et donc le gagnant est ? Le grand gagnant est Capgemini. Bravo. Merci beaucoup. Donc nous accueillons Patrick Massoni, qui est responsable relations investisseurs de Capgemini. Je vous en prie. Merci Patrick d'être parmi nous. Et ben non, c'est des étudiants qui ont tout fait. Ouais. Voilà. Alors la pédagogie, qu'est-ce que c'est pour vous chez Capgemini ? Alors, déjà, je vous remercie une nouvelle fois pour ce prix. Nous en sommes ravis et je le reçois évidemment au nom de notre petite équipe. La pédagogie, effectivement, c'est important pour Capgemini parce que, tout d'abord, nous avons vis-à-vis de nos actionnaires individuels un devoir d'explication. Nous ne sommes pas une société exposée au grand public par nos activités, nous ne sommes pas dans le B2C. Et à partir de là, nous devons faire l'extra mile pour expliquer à nos actionnaires individuels, et ils sont nombreux, ça représente plus de 6% du capital du groupe à ce jour. La deuxième raison pour laquelle la pédagogie est fondamentale pour le groupe, c'est que nous sommes aussi un groupe qui recrute énormément, et donc de ce point de vue-là, nous sommes heureux d'être récompensés par des étudiants. Le groupe emploie près de 270 000 collaborateurs dans 50 pays, avec une moyenne d'âge d'environ 33 ans. Et donc chaque année, ce sont des bataillons de jeunes étudiants qui nous rejoignent. Et les efforts que nous faisons à la communication financière sont aussi destinés à ce public. Et d'ailleurs, beaucoup des collaborateurs du groupe sont également salariés dans le cadre des plans qui leur sont réservés. Et la troisième dimension, ce sont les actionnaires institutionnels. Évidemment, on ne peut pas les oublier, c'est notre principal public. Et nous pensons que nos efforts de pédagogie vont nous être très utiles parce qu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus sollicités sur des sujets nouveaux autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et croyez-moi, c'est un univers encore très hétérogène, difficile pour tout le monde, y compris pour les émetteurs. Mais donc cet effort de pédagogie, nous pensons, sera aussi récompensé auprès de cette cible. Très bien, merci beaucoup Patrick. Merci à vous encore une fois. Et encore, moi je suis à chaque année surpris parce qu'on voit des nouvelles sociétés apparaître dans le scope des étudiants. Je me souviens qu'on avait aussi accueilli Thales, on a aussi accueilli Dassault Systèmes, donc on n'a pas que des valeurs que l'on voit régulièrement auprès des actionnaires individuels. Et là, cette année, on accueille Capgemini. Heureux d'en bénéficier ça montre cette année. Voilà, les étudiants ont regardé un panel large, parce que 60 valeurs, et ont pu distinguer des valeurs différentes par rapport à ce que l'on peut voir auprès des autres actionnaires. C'est tout à leur honneur, effectivement, d'être allé sur des noms peut-être moins connus. Et alors j'espère juste qu'on en bénéficiera à nouveau à l'avenir. On espère bien. Merci à vous. Merci. Bien. Donc là, ça va être intéressant parce que nous passons à la palme coup de cœur. Oui. Et la palme coup de cœur, c'est un vote. Omar, vous pouvez expliquer comment vous avez fait pour la palme coup de cœur ? Effectivement, la palme coup de cœur était... avec Céline. Venez Céline. Alors on est en direct et c'est la première fois qu'on fait Les joies du... Non, oui, c'est la première fois que je le fais aussi. Et donc je suis ravi aussi d'accueillir Céline qui a participé au jury avec Omar. Et donc là, la palme coup de cœur, par rapport aux années précédentes, il y a eu un effort plus large, je dirais. Oui, exactement. Donc d'abord, je pense que je vais commencer par définir ce que c'est la palme coup de cœur pour les personnes qui
qui nous rejoignent. Alors, la palme coup de cœur, c'est une palme en fait, les étudiants ont voté pour une société parmi toutes celles qui étaient proposées. Et ils ont choisi donc une société sur plusieurs critères. Donc c'était le titre qu'ils trouvaient le plus attractif, qui selon eux était le plus prometteur sur le long terme et qui avait selon eux la meilleure réputation. Donc cette année, nous sommes très fiers parce que nous avons innové. Je pense qu'on peut le dire. Oui. On a décidé donc pour la première fois, et nous sommes la première école à l'avoir fait, d'organiser un vote inter-école. Donc, grâce aux réseaux sociaux, nous avons créé et distribué un sondage que nous avons distribué donc, sur plusieurs groupes de différents établissements, sur différents réseaux sociaux, et qui nous a permis d'obtenir plus de 500 réponses d'étudiants de différentes écoles et de différents cursus. Donc, juste quelques mots sur ce vote. Nous avons effectivement regardé les différents votants, les différents répondants donc, à ce sondage, et nous avons pu remarquer deux choses. La première chose, 50% des répondants sont issus d'un cursus qui n'est pas, qui n'étudie pas la finance. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et on pensait que c'était important de le souligner. Et la deuxième ça montre chose, que finalement, la bourse peut être attractive pour d'autres étudiants que uniquement les étudiants en finance. Exactement. Exactement. Et la deuxième chose, c'est que 40% des répondants sont des femmes. Ah, bah donc, voilà, là, ça ne peut voilà que nous faire plaisir. Ah, voilà. Oui, parce que quand on regarde les stats des actionnaires, les femmes, malheureusement, sont en sous-représentation notoire. Exactement. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était important de le mentionner pour deux raisons. La première, parce qu'effectivement, l'objectif de ce projet des PAM Jeunes Actionnaires, c'est de finalement un peu démystifier l'actionnariat individuel pour les étudiants. Et nous sommes heureux de pouvoir toucher tout type d'étudiants, de différents cursus. Et puis aussi parce qu'on pense que c'est aussi quelque chose de gratifiant pour la société qui va recevoir ce prix, de savoir qu'elle a réussi à faire l'unanimité au sein d'un jury toutefois assez hétérogène. Donc nous avons posé une question. La question était parmi les entreprises suivantes, dans quelle entreprise seriez-vous susceptible de devenir actionnaire? Donc les sélectionnés pour le coup de cœur sont Dassault Systèmes, LVMH, Pernod Ricard et L'Oréal. Bien, et le gagnant est LVMH, non? C'est pas ça? C'est LVMH. Voilà. LVMH, malheureusement, donc Chris Solis, qui est le directeur des relations investisseurs, pour des raisons sanitaires et autre chose, ne peut pas être parmi nous physiquement ce soir. Il nous a laissé un message et donc nous allons écouter Chris Solis. Tout d'abord, je voulais remercier l'ALEC, la FTEIC, Euronext et Boursorama d'avoir organisé ces palmes qui mettent sur le devant de la scène les jeunes et leur donnent ainsi l'opportunité de donner leur opinion. Nous sommes très honorés de recevoir la palme coup de cœur d'étudiants. Ces jeunes des différentes écoles sont peut-être nos futurs clients, nos futurs employés ou nos futurs actionnaires. Ce sont bien eux qui sont au cœur de notre avenir. Et donc c'est un grand privilège qui décerne cette palme à LVMH. Au cours de cette année si particulière, LVMH s'est efforcé de maintenir une relation de proximité avec tous ses actionnaires à travers le club d'actionnaires, quel que soit le nombre d'actions, leur âge ou la nationalité. Nous essayons de les informer des actions du groupe dans tous les domaines et de faire visiter en virtuel les sites de nos maisons afin de mieux faire connaître nos métiers et la passion des personnes qui y travaillent. Nous sommes heureux d'avoir des actionnaires de plus en plus jeunes au sein du club. Merci encore pour ce prix. Je vous souhaite à vous et vos familles de très bonnes fêtes de fin d'année.
Merci Chris de ce message et nous allons passer donc maintenant à la palme de la communication. Donc Céline, comment avez-vous attribué cette palme de la communication ? Alors la palme de la communication a été encore une fois attribuée sur la base d'un vote de notre jury d'étudiants. Plusieurs critères ont été pris en compte. Tels que le site internet des sociétés, est-ce qu'il était attractif, est-ce qu'il était plaisant de naviguer sur ce site internet, les différents outils de communication, est-ce qu'ils étaient présents sur différents réseaux sociaux, et s'ils étaient présents, est-ce qu'ils étaient actifs également sur ces réseaux sociaux. Et puis on a aussi souhaité savoir s'ils avaient une communication multilingue, c'est aussi quelque chose qui est revenu. Et puis une petite nouveauté, cette année, on a voulu intégrer un nouveau facteur qui était d'observer si les sociétés avaient été, je dirais, capables d'entretenir et de maintenir du lien avec les consommateurs pendant le confinement via leurs réseaux sociaux. Donc pour cette palme, les 3 sélectionnés sont Danone, LVMH et L'Oréal. Et le lauréat est Danone. Eh ben, nous sommes ravis d'accueillir Clément Castagnette qui s'occupe des relations investisseurs et relations actionnaires chez Danone. Bonsoir Clémence, merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir ce soir. Non. Je suis très honorée de pouvoir représenter Danone. Moi, pour me présenter brièvement, j'ai rejoint l'équipe Relations Investisseurs il y a maintenant 3 ans. Donc nous, on est une petite équipe, on est 6. Donc là, je vais parler sous la communication financière parce que c'est ce dont on s'occupe. Ouais. Et on travaille dur justement pour rendre cette communication financière la plus efficace et la plus transparente possible. Donc bien sûr, on travaille main dans la main avec toutes les autres équipes de Danone, que ce soit les autres équipes de la finance, les équipes de la communication, le légal ou encore par exemple la sustainability. Ce qui nous rend encore plus fiers aujourd'hui de recevoir ce prix, c'est le fait justement qu'il soit décerné par des jeunes, des étudiants. Déjà, je pense que c'est un public dont je me sens proche. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé que ce serait moi qui représenterais Danone ici, parce que finalement, je suis la plus jeune de l'équipe et j'étais étudiante il y a encore pas si longtemps. Et c'est vrai que... Comme vous n'étiez pas l'EDEC ? Non, malheureusement. Mais comme vous l'avez dit précédemment, c'est vrai que l'actionnaire moyen, c'est un homme de 55 ans. Et je trouve ça génial que finalement, ça passionne aussi des jeunes et des femmes. Et en plus, ça montre aussi finalement que nos outils de communication, ils sont adaptés à ce public et qu'on arrive à être assez innovants et dans l'air du temps pour répondre à vos attentes. Et finalement, vous êtes les actionnaires de demain. Je suis du coup très fière de ce prix. Je pense que depuis 3 ans, on a beaucoup essayé d'innover dans nos outils. Par exemple, vous parliez de notre site internet. On l'a refait entièrement il y a 2 ans et demi. On l'a rendu beaucoup plus moderne, plus user-friendly, adaptable aux tablettes, aux téléphones, ce qui n'était pas le cas avant. On a aussi, par exemple, rendu notre rapport annuel digital. On avait aussi autrefois notre traditionnelle lettre aux actionnaires papier qui est devenue une e-newsletter 100% digitale avec du contenu, des vidéos, des photos. Et plus récemment, on a lancé une série de podcasts, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Value et qui nous permet de communiquer à nos actionnaires sur des thématiques ESG, donc par exemple Bicorp ou l'agriculture régénératrice, dans un format moderne et dans l'air du temps. Et vous avez fait un podcast sur l'actualité de Danone, là, récemment ? Parce que j'ai l'impression que vous avez eu quelques... Il y a une actualité un peu chaude, là, sur Danone. Ouais, on a fait un autre événement, donc, parce que c'est vrai que même si c'est notre besoin et notre envie d'innover tout le temps, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on est obligé aussi de s'adapter avec le contexte actuel. Et par exemple, en effet, il y a 2 semaines, on a organisé un événement investisseur qui s'est fait de façon 100% digitale. Donc, merci beaucoup pour cette palme. Voilà. Je vais l'apporter à mon équipe et à toutes celles de Danone qui seront très contents également. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clémence. Et puis peut-être à une autre année, peut-être l'année prochaine sur une autre palme, la pédagogie ou pourquoi pas la palme d'or.
D'ailleurs, Avec nous plaisir. arrivons. Attendez, excusez-moi, nous arrivons à la fin et pour décerner justement la Palme d'Or de 2020. Voilà, et donc. Donc il y a Omar qui doit nous rejoindre aussi. Bon, bah, allez-y, Céline, on enchaîne. Allez-y, Céline. Voilà, la Palme d'Or, c'est quoi? Finalement, c'est la boîte qui vous a le plus séduit, quoi. Oui, d'abord du point de vue des performances et surtout qui, sur les autres aspects qui étaient étudiés, est le plus souvent finalement arrivé dans les finalistes. Voilà. Et donc finalement, voilà, c'est la boîte dans laquelle vous avez déjà investi certainement. Ah oui, oui. Voilà, en plus, bon. Donc dans votre PEA jeune. Exactement. Bien. Et donc, et qui est le gagnant cette année? C'est L'Oréal. Très bien. Et donc, nous allons, Monsieur Babul, qui est le directeur financier de L'Oréal, n'a pas pu aussi venir aujourd'hui, mais il a voulu nous laisser un message. Et donc, nous allons écouter Monsieur Christophe Babul, directeur financier de L'Oréal. Bonjour. Je suis très heureux et très fier de recevoir au nom de L'Oréal la Palme d'Or des jeunes actionnaires. Cette distinction, décernée par un jury de jeunes étudiants, témoigne de l'intérêt de L'Oréal auprès des jeunes et des futurs actionnaires, et je m'en réjouis car c'est pour moi une vraie priorité. Je suis très attaché à aller à la rencontre des jeunes étudiants pour parler de la finance chez L'Oréal et partager ma conviction sur le futur de la finance. Et pour moi, le futur de la finance, c'est une finance qui concilie performance économique et responsabilité sociétale et environnementale. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité d'échanger avec des étudiants de l'EDEC le mois dernier et j'ai constaté avec plaisir l'intérêt, la sensibilité et le niveau d'exigence de ces jeunes. Cette Palme d'Or vient récompenser aussi le travail de digitalisation de notre communication vers les actionnaires et la volonté de faire évoluer nos supports et leurs usages. C'est pour moi un axe essentiel de proximité, mais aussi de pédagogie. Comme il nous semble important d'élargir et aussi de diversifier notre base d'actionnaires. Encore une fois, merci pour cette fantastique palme au nom de toute l'équipe L'Oréal. Bien, merci beaucoup. Céline, la F2IC et l'EDEC, ainsi que Boursorama et Euronext, vous remercient du travail que vous avez fait, donc avec Capucine, Victor, Paul et Omar. Merci beaucoup pour tout ce travail et nous vous donnons tous rendez-vous l'année prochaine, en 2021, pour la 6e édition des Palmes d'Or des jeunes actionnaires.